bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, le Secours catholique a publié ce matin son rapport annuel statistique de la pauvreté en France. Quelques heures avant le débat de la primaire de la droite et du centre, Véronique Fayet, sa présidente, a alerté les politiques sur ce rapport accablant. Nous vous proposons ensuite un reportage à l'occasion de l'inauguration de la chaire Bien commun à l'Institut catholique de Paris, avec une question: qu'est-ce que cette notion ancienne peut apporter à nos sociétés actuelles ? Samedi, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus va être béatifié à Avignon. Nous entendrons le père Michelin, théologien à l'Institut Notre-Dame de Vie. Il nous dira les raisons pour lesquelles sa cause de béatification a été ouverte il y a 31 ans. Dimanche, 4 millions de personnes devraient se déplacer pour voter pour la primaire de la droite et du centre. Un sondage Ipsos Pèlerin révèle que 16% des catholiques pratiquants voteront. La question du vote utile ou du vote de conviction se pose. Qu'en pensent nos éditorialistes ? On en parle avec vous, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Avec vous, Jérôme Ancibero, rédacteur en chef à La Vie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. À tout à l'heure. En France, 9 millions de personnes et dont 3 millions d'enfants vivent dans la pauvreté. Les familles en situation de précarité sont de plus en plus nombreuses. C'est ce que le révèle le rapport statistique annuel publié ce matin par le Secours catholique. On y lit aussi que plus de 600 000 familles ou personnes seules ont été rencontrées par l'association en 2015. Un chiffre en augmentation de 2,7% par rapport à 2015. Un constat inquiétant et pourtant absent du débat politique pour le Secours catholique. Il a envoyé une lettre aujourd'hui au candidat à la primaire de la droite. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, nous explique pourquoi. C'est important, c'est en même temps un geste politique, parce qu'avec la force de ce rapport, nous pouvons interpeller les élus et les candidats, puisque nous sommes en campagne présidentielle. Donc aujourd'hui même, nous interpellons les 7 candidats aux élections primaires qui vont débattre ce soir pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils comptent faire pour éradiquer la pauvreté. Et puis bien sûr, après, nous interpellerons les autres candidats à la présidence de la République dans le courant de l'année 2017. À partir des constats et des analyses publiées dans ce rapport, le Secours catholique a organisé toute la journée un forum au Palais Brongniart à Paris. Des politiques, des journalistes, des universitaires, des personnes en situation de précarité ont partagé leurs idées pour lutter contre la pauvreté. Le travail ou encore la question du logement étaient au cœur des discussions. Avec 2389 lieux d'accueil en France, le Secours catholique agit jour après jour contre les inégalités. Les acteurs locaux se sont déplacés nombreux pour ce forum pour faire des propositions. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises dans la base, à la base par les Français, dans les associations et tout, mais ça ne se reflète pas nécessairement au niveau du politique. Et il faut qu'il y ait une sorte de transfert de ces informations et de communication entre les sphères politiques et le terrain au niveau des associations et des personnes qui sont dans la difficulté. Il faut en parler pour réduire les préjugés, en particulier sur l'approche de la pauvreté, de ses causes et de ses conséquences. On rattache souvent la pauvreté à des postures de personnes passives ou on le rattache au phénomène de l'immigration ou à l'égard d'une extrême passivité, alors qu'il y a des causes plus complexes et qu'il faut être plus intelligent lorsqu'on parle de ce sujet. Il faut que tout le monde s'implique pour réussir à faire reculer la pauvreté en France. C'est la seule solution pour que demain on vive ensemble dans un monde plus juste, plus fraternel, pour reprendre les mots du Secours catholique, mais aussi en paix et on ne soit pas dans la violence et dans la défiance les uns avec les autres. Dans les campagnes, les agriculteurs et les artisans sont eux aussi de plus en plus touchés par la précarité. À l'initiative de l'association Les Chrétiens en monde rural, des acteurs locaux et des associations se sont retrouvés aujourd'hui en Bretagne, à Loudéac. Ils ont réfléchi à de nouvelles mesures pour lutter contre la précarité dans les territoires ruraux. Ce matin, l'Institut catholique de Paris a inauguré sa chaire Bien commun. Pendant 2 jours, 15 experts internationaux décryptent la notion de bien commun, son évolution et sa pertinence actuelle. Il faut savoir que le bien commun est une notion ancienne d'origine philosophique. Elle est aussi très ancrée dans la doctrine sociale de l'Église. Le Concile Vatican II définit le bien commun comme l'ensemble des conditions de vie sociale qui permettent au groupe et à chacun de leurs membres
d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors comment cette notion ancienne peut proposer des réponses à nos sociétés contemporaines? Reportage à l'ICP avec notre journaliste Rémi Pem. Le bien commun, urgence et défi d'une espérance. C'est le thème de ce colloque inaugural de la nouvelle chaire Bien commun de l'Institut catholique de Paris. L'occasion de revenir sur l'origine de la notion, mais aussi d'en saisir les implications dans le monde d'aujourd'hui. On voit au fond, par ces thématiques, que la notion de bien commun est peut-être un critère de discernement, c'est comme ça que je le définirais, un critère de discernement pour penser la vie commune sur des sujets d'intérêt majeur, pas simplement pour notre société, mais pour la planète. Et vous voyez que j'en ai énoncé quelques-uns, le politique, l'économique, l'écologie, l'éducation et la santé. Le président du conseil d'orientation de la chaire, Pierre-André de Chalandard, nous donne sa vision du bien commun par rapport à l'entreprise. C'est important, cette notion de bien commun a aujourd'hui une actualité très importante. Les entreprises ne doivent pas se soucier uniquement de leurs actionnaires, mais de toutes leurs parties prenantes. Donc leurs salariés, qui recherchent du sens, leurs clients, leurs fournisseurs, les communautés dans lesquelles ils s'en servent. Et c'est en ce sens que les entreprises peuvent, par certains côtés, participer à la recherche de l'intérêt général et donc à contribuer au bien commun. 2 jours de réflexion animés par des philosophes, des théologiens, des hommes politiques et des chefs d'entreprise. Une approche pluridisciplinaire pour répondre aux enjeux multiples du monde contemporain. J'ajoute qu'à l'Institut catholique de Paris, la journée était aussi marquée par la rentrée académique. Professeurs, personnel administratif, étudiants sont rassemblés ce soir pour une conférence exceptionnelle. À l'invitation du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, chancelier de l'Institut catholique de Paris, et Monseigneur Philippe Borden, recteur de l'Institut catholique de Paris, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, est venu inaugurer la rentrée académique 2016-2017 et retrouver son entretien avec Philippine de Saint-Pierre dans notre dossier de mardi prochain. On vous parlait avant-hier du colloque sur la GPA qui se tient actuellement à la Sorbonne. Il suscite l'incompréhension de nombreuses associations puisque la GPA est interdite en France. Mardi, nous vous avons relayé la réponse de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, partenaire de ce colloque. Notre rédaction a aussi souhaité contacter la Caisse nationale d'allocation familiale, elle aussi partenaire du colloque. Si le directeur et le président du conseil d'administration ont décliné notre interview, nous avons reçu une réponse par mail. En voici un extrait. L'intérêt pour la branche famille est de contribuer aux enjeux scientifiques sur les questions de filiation et du faire famille. Par contre, sur des questions éthiques que nous pourrions rencontrer dans nos pratiques de soutien à la parentalité, nous devons pouvoir comprendre ce type de famille au même titre que d'autres. Fin de citation. Les négociations sont difficiles à la COP22. La 22e conférence de l'ONU sur les changements climatiques a débuté le 7 novembre au Maroc. Elle se termine vendredi soir. Objectif, permettre la mise en œuvre des décisions prises l'an dernier à Paris avec des solutions concrètes. Le Vatican, très attentif au sujet, a envoyé une délégation sur place. Le Saint-Siège appelle à concrétiser les accords de Paris. Mais les avancées sont compliquées, c'est ce que nous dit Jean Vétrénaud, chargé de plaidoyer pour le secours catholique à la COP22. Très concrètement, sur les questions d'agriculture et de sécurité alimentaire, les négociations sur ce sujet sont bloquées parce que les États n'arrivent pas à s'entendre et c'est vraiment une situation qui est à la fois paradoxale et inacceptable. C'est reporté à l'intercession de Bonn en mai 2017. Par rapport aux droits humains, on a vu de petites avancées, mais on n'a pas d'impulsion majeure. Et on le voit bien, il y a ce qu'on appelle des segments de haut niveau. Donc on a des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui sont présents à Marrakech et qui font des discours et des déclarations sur les changements climatiques. Et c'est vrai que les grands principes de l'accord de Paris, qui sont inscrits dans son préambule, à commencer par les droits humains, ne sont pas dans ces discours. Donc on a des petites avancées techniques, mais on n'a pas de grande impulsion venant de nos chefs d'État. Et c'est tout à fait dommageable, d'abord aux populations les plus vulnérables. Au Burundi, la Fédération internationale des droits de l'homme alerte sur la dynamique génocidaire dans le pays. Au printemps 2015, le président a opté pour la répression après un coup d'État manqué. On peut lire dans le rapport que 1000 personnes ont été tuées, 300 à 800 ont disparu et 8000 personnes sont détenues pour des motifs politiques.
Et puis en Afrique, toujours, le pape François a envoyé le 17 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, un message aux évêques de la conférence épiscopale du Congo à l'occasion de la journée de prière pour la paix organisée le 20 novembre dans le pays. Le souverain pontife les encourage, ainsi que les responsables politiques, à initier ou à poursuivre toute action visant à construire des ponts et non des murs. Mardi, aux États-Unis, le nouveau président de la conférence épiscopale, le cardinal DiNardo, s'est exprimé quelques heures après son élection. Il est notamment revenu sur l'élection de Donald Trump. Beaucoup de personnes ont exprimé leur inquiétude, mais ce qui est tout neuf peut aussi vouloir dire de nouvelles options et opportunités, a déclaré le cardinal DiNardo. Quelques heures plus tôt, le Saint-Père avait envoyé un message à tous les évêques américains réunis en assemblée générale à Baltimore. Le pape les a appelés à promouvoir une culture de la rencontre et à abattre les murs. Le Saint-Père qui a adressé un message hier avant la journée internationale des droits de l'enfant qui a lieu dimanche prochain, on l'écoute. Je fais appel à la conscience de tous, des institutions et des familles, pour que les enfants soient toujours protégés et que leur bien-être soit protégé, pour qu'ils ne tombent pas dans des formes d'esclavage, de recrutement de groupes armés et de mauvais traitements. Je souhaite que la communauté internationale puisse veiller sur leur vie en garantissant à chaque enfant le droit à l'école et à l'éducation, pour qu'ils grandissent sereinement et qu'ils regardent avec confiance l'avenir. Le diocèse d'Avignon se prépare à la béatification du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Samedi, des milliers de personnes sont attendues dans le parc des expositions d'Avignon. De nombreux fidèles se sont mobilisés pour préparer l'événement. Ils seront 400 à veiller au bon déroulé de la journée. Ina et Martine supervisent les opérations. Pour cette béatification, 400 bénévoles vont travailler pour nous, un petit peu plus même d'ailleurs. On les repérera très facilement dans l'Assemblée parce que à chaque catégorie de bénévoles, il y a une couleur de gilet. Nous avons préparé exprès des gilets. Les gilets verts sont pour les stands, les bleus pour les placiers, les oranges pour les orienteurs. Les rouges, la restauration. Voilà, les jaunes sur le parking. Voilà. Donc chaque bénévole a sa couleur et je pense que c'est important d'être reconnu aussi pour ce qu'on fait. Et c'est surprenant de voir justement comment les gens rendent facilement service. La cause de béatification du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus s'est entamée en 1985, 18 ans après sa mort. De son vivant, ses actes, ses paroles, sa bienveillance ont marqué ceux qui l'ont croisé. Après sa mort en 1967, le rayonnement de ce religieux de l'ordre du Carmel et fondateur de l'Institut Notre-Dame-des-Vies n'a pas cessé. C'est pourquoi en 1983, le père général de l'Ordre des Carmes a encouragé les responsables généraux de l'Institut Notre-Dame-de-Vie à demander l'ouverture de sa cause de canonisation. Explication avec le père Michelin, théologien à l'Institut Notre-Dame-de-Vie. On a constaté, après sa mort, mais déjà de son vivant, que de très nombreuses personnes de par le monde se confiaient à lui, recevaient de la lecture de ses textes, en particulier de « Je veux voir Dieu », le grand livre qu'il a écrit, un élan, un réconfort, un soutien, un appel. Et c'est ce qui a amené l'Église, en 1985, à commencer le travail d'enquête en vue d'une éventuelle béatification et d'une canonisation. La raison ou le but, c'est que le plus grand nombre possible de personnes puissent rencontrer ce visage. Une autre figure d'église qui continue à rayonner 1700 ans après sa mort, Saint Martin de Tours. Cette année, de nombreuses festivités sont organisées pour se souvenir de ce saint connu à travers le monde. Il est devenu le symbole du partage en offrant la moitié de son manteau à un pauvre transi de froid. Les 10 et 11 novembre, à Tours, le diocèse s'est mobilisé avec une procession au flambeau, comme on le voit sur ces images. Beaucoup de pèlerins se sont déplacés, mais c'est toute l'année et depuis 1700 ans que Saint-Martin le Miséricordieux continue d'attirer. Entre le 5e et le 12e siècle, la tombe de Saint-Martin dans la basilique de Tours était un lieu de guérison. Et si on le sait moins aujourd'hui, c'est encore le cas. Encore des miracles. D'ailleurs, pour ceux qui viennent, s'ils viennent, ils pourront voir un ex-voto de octobre 2016, une guérison d'une femme qui venait de Beyrouth,
qui a pu être guéri. Son mari est venu prier pendant 3 mois, tous les jours, à la basilique. Et il attribue sa guérison à l'intercession de Saint Martin. L'intégralité de cet entretien à découvrir demain soir à 20h40 dans l'émission Hors les murs, l'année Saint-Martin. On écoute maintenant la chronique du père Armogat. Il revient sur les vidéos qui ont circulé il y a quelques jours sur Internet et qui ont fait réagir. Elles montrent des petits veaux prêts à naître, jetés à la poubelle. La presse et les réseaux sociaux sont occupés depuis quelques semaines par une polémique autour de l'abattage de vaches gestantes. Et les images sont insupportables. On voit des fœtus de petits veaux ayant déjà des sabots, des poils qui sont jetés à la déchetterie au milieu des boyaux et des excréments. Il me semble qu'il faut rapprocher cette situation d'une situation que l'on connaît par ailleurs dans l'avortement humain. Si des recommandations ont été exprimées au sujet de l'abattage des vaches gestantes, qui ne doit pas être fait après le 8e mois, comment ne pas penser à ces échographies de fœtus humains qui, jusqu'à la 22e semaine, en cas d'avortement, sont jetés dans les déchets hospitaliers. Au moment où des mesures sont prises contre des sites Internet qui aident des femmes à ne pas avorter, on peut s'étonner de voir diffuser ces images vidéo tout à fait abominables prises dans les abattoirs. Il y a 180 000 vaches gestantes abattues chaque année. Il y a 200 000 cas d'avortement en France chaque année. Peut-être faudrait-il, en dénonçant les scandales des abattoirs, penser aussi à défendre les petits humains. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui fait la une de France Catholique cette semaine, 2 jours avant sa béatification. Et dans votre éditorial, Gérard Leclerc, vous vous intéressez à l'après-séisme suite à l'élection de Donald Trump. Eh bien oui, parce que, comment dirais-je, le séisme, il n'est pas seulement américain, il est international. Il nous touche en France. Et pour moi, bon, je n'ai pas particulièrement d'appétence avec M. Trump, personnellement. Mais je pense qu'il est très important, voire même vital, de comprendre les dessous d'une pareille élection. Qu'est-ce qui explique l'apparition d'un tel personnage aux États-Unis et pourquoi il y a aussi des ressemblances entre la situation américaine et notre situation française? Merci Gérard. Trump, Poutine, Erdogan, l'AVI propose un dossier sur les leaders populistes cette semaine avec pour titre « Le temps des affreux ». Alors pourquoi ce choix, Jérôme Ancibero? Parce qu'on s'est aperçu que ces affreux, comme on s'est amusé à les appeler, étaient élus. Donc c'est une nouveauté dans notre histoire. Avant, c'était très simple d'exprimer sa détestation des despotes ou des affreux en général. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que le peuple vote pour eux. Donc on a essayé d'interroger cette situation inédite et finalement assez passionnante. Merci Jérôme. Le visage des 7 candidats à la primaire de la droite en une de Famille chrétienne avant l'élection de dimanche. Faut-il voter utile ou par conviction? C'est le dossier de Famille chrétienne et puis un reportage sur le pèlerinage des sans-abri. À l'invitation de l'association Fratello, 3500 personnes de la rue, originaires de toute l'Europe, se sont rendues au Vatican. 8 participants à ce pèlerinage Fratello témoignent également dans Pèlerin. Ils racontent l'émotion ressentie, mais aussi leur désir de sortir de la précarité. Et puis après l'élection de Donald Trump, l'hebdomadaire propose une analyse sur l'impact que pourront avoir les choix politiques du nouveau président. Donald Trump qui a séduit 80% des évangéliques, comme le note Réforme. Pourquoi un tel plébiscite? Élément de réponse dans l'hebdomadaire protestant. Dossier également sur la souffrance des policiers. Depuis les attentats, les policiers sont épuisés par les missions de surveillance et se sentent mal compris des citoyens et des magistrats, et ils le disent.
Père Marie-Eugène, élection américaine, pèlerinage des sans-abri. Voilà les principales infos traitées cette semaine dans la presse chrétienne, avec aussi les primaires de la droite. Et on en parle tout de suite avec nos éditorialistes. Selon un sondage IFOP Pèlerin, 16% des catholiques pratiquants indiquent vouloir voter à la primaire. Ce sondage montre que le vote catholique est dispersé mais reste semblable à la moyenne des Français. Alain Juppé arrive en tête chez les catholiques avec 37%, suivi de Nicolas Sarkozy. D'autres se posent encore la question. Avant de savoir ce que ces primaires évoquent et ce que ce sondage évoque, je voulais revenir avec vous sur cette lettre envoyée par le Secours catholique. Est-ce qu'effectivement, c'est vrai que la pauvreté, elle n'est pas assez abordée dans les débats politiques, et particulièrement dans celui de la primaire de la droite? Gérard. Moi, je le crois. Ce n'est pas la première fois où je suis attentif à ce rapport du Secours catholique qui, périodiquement, nous rappelle la réalité. Nous sommes une puissance, nous sommes la 6e puissance du monde, je crois, du point de vue économique, et nous avons des poches de pauvreté qui ne cessent de grandir d'année en année. Et on ne peut pas ne pas se poser la question des causes et des remèdes de ce fléau, ce qui est un véritable fléau. On en parle assez de la pauvreté dans les débats, et particulièrement dans celui de la primaire à droite, selon vous? Sans doute pas. Sans doute pas. Et je vais dans le sens de ce que vient de dire Gérard Leclerc. C'est-à-dire que ça devient un sujet majeur, comme l'élection américaine le montre en partie aussi. C'est-à-dire que la pauvreté est un problème, mais la peur de la pauvreté en est un autre aussi. Les classes moyennes voient d'autres personnes, ou voient leurs amis ou leurs enfants avoir beaucoup de mal à s'insérer et à vivre normalement dans la société. Et je pense que ce sujet intéresse beaucoup plus les Français qu'on ne veut bien le dire. Alors, on verra si là, actuellement, les candidats sont en train de débattre à l'heure où nous sommes diffusés. Mais on va revenir sur ce sondage Ipsos Pèlerin, avec d'abord ce premier chiffre, 16% des pratiquants qui disent vouloir aller voter. Il faut savoir que 8% des électeurs disent aller voter. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre, Gérard? C'est quand même, je dirais, un petit peu à l'honneur des catholiques pratiquants qui ont un sens civique peut-être particulièrement développé. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, ça n'est bon. Il est quand même très important de s'engager en politique. Mais évidemment, là-dessous, il y a des tas de problèmes qui se posent, parce que l'engagement des catholiques se pose d'une façon nouvelle. Mais ce serait trop long d'en parler parce qu'il faudrait évoquer l'histoire du mouvement démocrate chrétien, la disparition en France de ce mouvement démocrate chrétien qui subsiste en Europe. Mais est-ce que ce mouvement démocrate chrétien correspond toujours à des convictions véritables? Ça, on peut s'interroger. Et je constate, moi, une difficulté aujourd'hui à s'engager pour un chrétien avec ses convictions propres. C'est très, très difficile. Mais il y a en même temps, j'assiste notamment auprès des jeunes à une tentative vraiment d'engagement dans les conditions difficiles d'aujourd'hui. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce qu'on voit dans le sondage que Jean-Frédéric Poisson, seulement 1% des catholiques pratiquants disent vouloir voter pour lui. Or, il affiche clairement la doctrine sociale de l'Église comme élément de réflexion. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jérôme ? Ça m'évoque que les chrétiens, en fait, ou les catholiques en l'occurrence, sont un peu comme les autres. C'est-à-dire que lorsqu'une élection approche, il leur faut faire la part entre la conviction et puis, on va dire, le pragmatisme, le réalisme. C'est-à-dire qu'on vote pour ses idées, mais on vote aussi pour que quelqu'un soit élu. Jean-Frédéric Poisson semble rassembler en fait tout un tas de critères qui correspondent à la doctrine sociale de l'Église. En même temps, le rapport des chrétiens à cette doctrine sociale est aussi divers. Mais il y a d'autres candidats qui ne sont pas forcément mauvais vis-à-vis de cette doctrine, même s'ils ne remplissent pas tous les critères. Et donc, il y a toujours un calcul qui est à faire, nous-mêmes, quand nous allons voter quelque part. Voilà, il y a des candidats qui nous plaisent plus que d'autres, mais si on sait que ces candidats vont faire 2% ou 10%, et qu'on pense que l'élection est vraiment importante, on va peut-être faire un autre choix. Il y a toujours ce calcul qui est fait à l'entrée de l'isoloir, et c'est très difficile de savoir avant.
On vote beaucoup moins par conviction. Pour vous aussi, Gérard Non, je ne crois pas, mais l'articulation est très difficile entre les convictions profondes, notamment dans le domaine éthique, et la politique réelle et ses rapports de force. La politique des partis, c'est quand même repose en grande partie sur des rapports de force, et il est très difficile de marquer une éthique de conviction par rapport à ces rapports de force. Jérôme. Oui. Pour revenir sur le cas de Jean-Frédéric Poisson, le sondage de IFOP Pellerin est intéressant parce qu'on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vu l'image qui est donnée de Jean-Frédéric Poisson dans certains médias, que les catholiques qui ont des sympathies de gauche vont plus voter pour Jean-Frédéric Poisson que ceux qui ont des sympathies politiques pour la droite, en tout cas selon les sondages. Après, on voit ce qui va se passer. Mais ça montre bien qu'il y a des choses un peu contre-intuitives qui peuvent se passer lors de ces élections. C'est pour ça que ça reste passionnant jusqu'au bout. Un dernier mot, il nous reste quelques instants, Gérard, pour conclure. Pour conclure, je pense que l'avenir est ouvert, est largement ouvert, et moi je constate pour être auprès des jeunes générations. Je suis très intéressé par la façon dont ils réagissent. Notamment, il y a eu ce phénomène de la manif pour tous qui dépasse de très loin, à mon sens, la question du mariage homosexuel, parce qu'il y a toute une génération qui s'est levée là, qui a de fortes convictions, mais qui veut aussi rentrer en politique. Peut-être qu'ils vont se casser la figure, j'en sais rien, mais je suis avec beaucoup de sympathie cette tentative d'insertion dans la réalité. Merci Gérard, merci beaucoup Jérôme pour votre éclairage. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.kto.tv.com. Excellente soirée sur KTO.